Savez-vous qu'il existe des personnes qui ont peur de la forêt? Ça s'appelle en français l'hylophobie. H-Y-L-O-P-H-O-B-I-E. L'hylophobie. Cette peur peut être due à un traumatisme vécu suite à une attaque par un homme ou un animal, quelque part, à la forêt. Salut les copains, bienvenue dans mon école à la maison. Aujourd'hui, on se fait un cours de sciences et technologies pour CM2 et de sciences de la vie et de la terre pour 3e et terminale. Attention, vous n'avez pas intérêt à être hylophobe. Allez, installez-vous et on y va. Complète le tableau ci-dessous à l'aide des éléments de réponse suivants. Le compteur. Connecte les appareils électriques au circuit électrique. Fonde et coupe le courant en cas de court-circuit. Le disjoncteur. Relie chaque danger à sa définition. Danger. On a le court-circuit, l'électrocution, l'électrisation. Définition. Au contact du courant 220 volts, cela provoque des lésions. Au contact du courant haute tension, cela provoque la mort par asphyxie. Deux fils conducteurs nus se touchent ou les deux bornes d'un générateur sont mis directement en contact. Quel est l'élément qui arrête la circulation du courant en cas de danger? Très bien. Très bien. Nous avons le disjoncteur. Quel est le rôle des prises? Très bien. Les prises connectent les appareils électriques au circuit électrique. Quel est l'élément qui mesure la consommation de l'électricité? Très bien, c'est le compteur. Et enfin, quel est le rôle des fusibles? Les fusibles fondent et coupent le courant en cas de court-circuit. Bonjour chers élèves, je me nomme Jean-Baptiste Onou, enseignant tenant du CM2. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon de sciences. Découvrons ensemble la situation d'apprentissage. Monsieur Yao, le père d'un élève de CM2, sans chaussures et les mains mouillées, décide de remplacer l'ampoule défectueuse du salon. Attention, papa, tu cours des risques, lui dit son fils. Alors, le père effrayé écoute son fils lui citer les règles de sécurité en électricité. Les élèves, le cours du jour aura donc pour titre les règles de sécurité en électricité. Nous allons donc ensemble découvrir les différentes règles de sécurité en électricité. Disjoncter le circuit électrique avant tout travail sur celui-ci. Porter des chaussures pour ne pas être en contact direct avec le sol lorsqu'on intervient sur un circuit électrique. Porter des gants pour éviter d'être électrocuté. Éviter de manipuler les appareils et de toucher au fil électrique avec les mains mouillées. Éviter absolument de vous approcher des câbles électriques de moindre ou de haute tension. Éviter de surcharger les prises électriques. Ne jamais débrancher un appareil en tirant sur la rallonge. Ne jamais remplacer un fusible par un objet métallique bricolé. Ne jamais couper un fil électrique pendant qu'il est branché.
Vérifiez l'état des fils électriques de l'appareil avant de le brancher. Ne jamais brancher un appareil électrique posé sur un sol humide. Voici ainsi citées les règles de sécurité en électricité. Nous allons passer maintenant à un exercice d'application. Nous sommes à la fin de notre cours du jour. Je vais vous donner des exercices à faire à la maison et à corriger la prochaine fois. Coche la bonne réponse. Je dois manipuler le courant avec les mains non mouillées. Avant de remplacer une ampoule défectueuse, je saute le disjoncteur. Avant tout travaux sur le circuit, je dois porter des chaussures et des gants. Je peux introduire des métaux dans une prise sans danger. Je peux remplacer une ampoule défectueuse si le disjoncteur est en marche. Tâchez de bien faire vos exercices à la maison. Nous serons à la prochaine. Au revoir. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter les activités au niveau de la classe de CM2. Cette activité doit être pratiquée 3 fois par semaine et doit avoir une durée de 20 minutes. On va donc commencer par l'activité de course. La définition de la course. C'est bon? On est prêts les enfants? Allez, il vous permet de réaliser des actions motrices sur une distance courte, dans un temps court. Et donc, qu'est-ce que la course peut nous apporter? Ça nous permet de tonifier les parois du cœur, ça nous permet de développer l'ossature et la masse musculaire, ça nous permet de développer la vitesse de réaction et ça nous permet d'améliorer la fréquence cardiaque. Après cela, n'oubliez pas de préparer de l'eau pour vous réhydrater au fur et à mesure. On va donc commencer par l'échauffement, s'il vous plaît. Alors, on va courir, faire des petites courses en aller-retour, faire des petites courses, élévation de genoux, voilà, talons-fesses, faire des accélérations sur place. On est sur place et on fait des accélérations, on relâche. On accélère encore une fois et on relâche. Très bien, et on va écarter les jambes et on va descendre tout doucement. On touche les... Voilà, tout doucement et on va remonter. Descend encore. Au bout de 3 fois, on va changer. On va écarter un peu plus et on va toucher les orteils. Et là, on va revenir. On va monter doucement, une jambe. Et on va changer. Très bien. Tirez aussi le talon vers le fessier et on va rester. Très bien. Et on va repartir pour la partie principale. 2 à 3 mètres seulement, vous faites des accélérations. Allez, top, on accélère et on revient tout doucement. Allez, on repart encore une fois. Top, on accélère et on revient tout doucement. Attention, il faut reprendre ça plusieurs fois. Plusieurs fois, vous soufflez et vous reprenez. On va faire maintenant le déplacement latéral. Prenez 2 tabourets à la maison. Posez un à gauche, un à droite. Voilà. Et là, on va toucher une fois à droite et une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez, top, on touche. Voilà, vous allez tout doucement et après, hop, on accélère. Allez, on va plus vite, on va plus vite, on va plus vite. Très bien. Vous relâchez un peu, vous soufflez, vous respirez, buvez un peu d'eau et vous répétez cet exercice 2 à 3 fois. N'oubliez pas,
quand vous êtes en train de faire de la vitesse, vous devez courir droit devant vous. Ouvrez les yeux pour regarder droit devant vous, ne pas sauter à l'arrivée. Et là, on va passer à la partie de relaxation. Relaxation, vous allez grandir sur demi-pointe. Vous allez grandir sur demi-pointe. Voilà, tirez, tirez, tirez encore et vous descendez. Vous vous asseyez maintenant, tendez une jambe et l'autre réfléchit. Et vous descendez sur la jambe qui est tendue. Voilà, vous restez quelques instants et vous changez de jambe. Très bien. Allez, encore on descend. Et on revient. Ainsi, attention, n'oubliez pas, il faut pratiquer cette activité 3 fois par semaine avec une durée de 20 minutes à chaque séance. Bravo! Comment les types de sols influencent-ils les cultures en Côte d'Ivoire? Dans la première partie, nous avons vu les différents types de sols que nous pouvons rencontrer en Côte d'Ivoire. Et nous retenons que les principaux types de sols rencontrés en Côte d'Ivoire sont les sols ferrugineux, les sols ferralitiques et les sols hydromorphes. Nous allons vérifier maintenant la deuxième hypothèse que nous avons formulée au début. Et sous la forme interrogative, cette deuxième hypothèse se présente comme suit. Les sols influencent-ils le développement des plantes? Pour vérifier cette hypothèse, nous allons mener quelle activité? Alors, nous pouvons faire une observation. Alors, des études ont permis d'élaborer le tableau ci-dessous présentant les caractéristiques de différents types de sols et des plantes qui s'y développent. Alors, au niveau des résultats, vous avez le tableau à 3 colonnes. Vous avez les types de sols, vous avez les caractéristiques des sols et enfin les plantes cultivées et leurs caractéristiques. Et donc ce tableau qui nous présente les caractéristiques des différents types de sols et des plantes qui s'y développent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Les sols ferralitiques sont des sols profonds. Les plantes qui s'y développent ont de longues racines en général. Quant aux sols ferrugineux, ils sont peu profonds et sont favorables au développement des plantes à courtes racines. Les sols hydromorphes, quant à eux, sont des sols gorgés d'eau. Les plantes qui s'y développent ont des racines courtes. Une fois l'analyse est faite, alors qu'est-ce que nous pouvons dire ou comment allons-nous expliquer ce que nous avons constaté tout à l'heure? Alors, les plantes qui se développent sur les sols ferralitiques ont de longues racines. Pourquoi? Parce que simplement, l'eau et les sels minéraux sont en profondeur. C'est le cas du cacaoyer, du collatier. Celles qui se développent sur les sols ferrugineux ont de courtes racines. Pourquoi? Parce que l'eau et les sels minéraux sont à faible profondeur. C'est le cas des céréales, de l'arachide, du coton. Enfin, sur les sols hydromorphes, les plantes qui s'y développent ont de courtes racines car l'eau et les sels minéraux sont à faible profondeur. C'est le cas du riz, du bananier, des cultures maraîchères. Les plantes prélèvent donc dans le sol l'eau et les sels minéraux dont elles ont besoin.
L'eau et ses sels minéraux sont dissous dans la solution du sol. Il faut savoir que seules les plantes ayant un système racinaire leur permettant de puiser ces substances nutritives dans le sol peuvent s'y développer. On dit alors que les plantes sont adaptées au sol sur lesquels elles se développent. Nous allons tirer maintenant une conclusion à cette deuxième partie. Nous pouvons dire ou nous pouvons retenir que les sols influencent le développement des plantes. Leur système racinaire est adapté au sol. En conclusion générale, les différentes régions de la Côte d'Ivoire sont caractérisées par des types de sols sur lesquels poussent des plantes adaptées. Pour mettre fin à cette leçon, nous allons faire une activité d'intégration. Exercice 1. Voici une série de mots et groupes de mots relatifs à la localisation des sols et sur les relations sol-plante. Les mots sont sol ferralitique, adaptation, courte racine, sol ferrugineux, sol hydromorphe, longue racine. Alors vous avez le texte lacunaire qui vous est présenté. Alors à l'aide de ces mots, nous devons compléter, à l'aide de ces mots et groupes de mots, nous devons compléter le texte lacunaire. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, les informations du tableau qui vous est présenté se rapportent aux relations entre les plantes et les sols. Dans une colonne, nous avons les types de sols. Dans l'autre colonne, nous avons les types de plantes. Alors, concernant les types de plantes, nous avons les plantes à longue racine, les plantes à courte racine, les plantes exigeantes en eau, les plantes peu exigeantes en matière organique. Les types de sols sont sol hydromorphe, sol ferrugineux et sol ferralitique. La consigne. Associe chaque type de plante au type de sol qui lui convient en utilisant les lettres et les chiffres. Je vous donne quelques minutes, une dizaine de minutes, pour pouvoir réfléchir sur cet exercice et nous nous retrouvons pour la correction dans quelques instants. Nous allons corriger maintenant l'activité d'intégration. Le premier exercice, dans le premier exercice, il s'agissait de compléter un texte lacunaire à l'aide de mots et
groupes de mots. Alors, on lit le texte et nous allons le compléter ensemble. En Côte d'Ivoire, il existe différents types de sols. Dans la partie nord, on trouve les. Alors, dans la partie nord, c'est quel type de sol on trouve? Dans le cours, nous avons vu que nous trouvons les sols ferrugineux. Donc, 1 est associé à sol ferrugineux. Tandis que dans sa partie sud, on trouve un deuxième type de sol. Nous avons vu dans la leçon, il s'agit au sud, on trouvait les sols ferralitiques. Donc, petit 2 correspond à sol ferralitique. Dans les bas-fonds et sur le cordon littoral, on trouve les. Donc, dans le bas-fond, sur le cordon littoral, nous trouvons quel type de sol? Bien sûr, les sols hydromorphes. Alors, petit 3 correspond à sol hydromorphe, sur lesquels poussent des plantes à cycle court et donc les plantes à cycle court, généralement on les associe, donc c'est des plantes à courtes racines. Donc petit 4 correspond à courtes racines. Les plantes donc quelles sont ces plantes? Ici, qui poussent sur les sols ferralitiques. Bien sûr, c'est les plantes à longues racines. Donc, petit 5 correspond à longues racines. Ces plantes sont adaptées à ces sols. On parle de quoi? D'adaptation. Donc, petit 6, adaptation donc, de la plante au type de sol. Passons à la correction de l'exercice 2. Il s'agissait d'associer chaque type de plante au type de sol qui lui convient en utilisant les chiffres et les lettres. Alors, 1. Plante à longues racines. À quel type de sol sont adaptées les plantes à longues racines? Alors, ici, dans la leçon, nous avons bien vu qu'il s'agit bien des sols ferralitiques. Alors, nous associons 1 à C. Donc, 1C. Petit 2, plantes à courtes racines. Les plantes à courtes racines, nous avons bien vu que ces plantes-là se développent dans les sols hydromorphes ainsi que dans les sols ferrugineux. Donc, 2 est associé à A, 2 est encore associé à B. 3. Plantes exigeantes en eau. Les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau pour se développent dans quel type de sol? Alors, ici, nous avons vu que les plantes ici qui se développent dans les sols hydromorphes, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Alors, 3 est associé à petit a. En fait, les plantes exigeantes en matière, ou peu exigeantes, en matière organique. Les plantes peu exigeantes en matière organique, nous avons donc poussent dans quel type de sol? Nous avons vu effectivement que les plantes peu exigeantes en matière organique vont pousser dans 2 types de sols essentiellement, les sols ferrugineux et les sols ferralitiques. Donc, petit 4 est associé à B, à petit b, et 4
est encore associé à C. Je vous remercie. Nous nous retrouverons pour une nouvelle leçon à une prochaine séance. Bonjour chers élèves de la terminale D. Je suis M. Kwasi, prof de SVT. Chers élèves, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon, la reproduction chez les plantes à fleurs. Alors, la plante sert de nourriture, la plante sert de médicaments. Donc, je vous demande de bien suivre cette leçon. Bien avant, nous allons passer à une situation d'apprentissage que je vais vous lire. Dans le cadre des activités de la coopérative, certains élèves de la terminale D de ta classe sèment des graines de gombo. Ces graines donnent des plantes qui fleurissent et produisent des fruits. Pendant la récolte, les élèves découvrent dans les fruits ouverts des graines. Ils décident alors d'expliquer la formation des cellules reproductrices mâles et femelles et le mécanisme de la formation des graines. À partir du test lu, quel est le constat qui est fait? Alors le constat est le suivant. Les graines se forment chez les plantes à fleurs. Je reprends bien. Les graines se forment chez les plantes à fleurs. Et de ce constat, quel est le problème qui se dégage? Eh bien, le problème est le suivant. Comment la graine se forme-t-elle chez les plantes à fleurs? Je reprends pour dire le problème est comment la graine se forme-t-elle chez les plantes à fleurs? Alors, pour répondre à cette question qui est pour nous en SVT un problème, dites ce que nous allons faire. Eh bien, nous allons proposer des hypothèses. Alors, quelles sont les hypothèses que nous pouvons retenir ici? Alors, nous pouvons retenir que, conformément à la situation que nous avons lue, peut-être que la graine se forme à partir des cellules reproductrices. Alors, que vont faire les cellules reproductrices? Nous pensons que ces cellules peuvent se rencontrer. Donc, la deuxième hypothèse s'ensuit pour dire que peut-être que la graine se forme à partir de la rencontre des cellules reproductrices. Alors, nous allons passer à la première hypothèse, à la vérification de la première hypothèse. Alors, nous allons reprendre la première hypothèse sous forme de question. Alors, elle devient donc en grand 1. La graine se forme-t-elle à partir des cellules reproductrices? Grand 1. La graine se forme-t-elle à partir des cellules reproductrices? Qu'allons-nous faire pour vérifier cette hypothèse? Eh bien, nous allons faire une observation. Mais l'observation de quoi? D'une fleur. Donc, vous notez en grand A, la fleur. Et en petit 1, observation. Et nous allons observer quoi? Comme on l'a dit, nous allons observer un document qui montre les différentes parties de la fleur. Bien, en petit 2, nous avons le résultat. Et devant vous, vous avez le schéma d'une fleur. Bien, qu'allons-nous faire de ces résultats-là? Rapidement, nous allons faire une analyse. Bien, alors, que voyons-nous au niveau de la fleur? Nous retrouvons les sépales. Et après les sépales, nous avons les pétales. Et ensuite, nous voyons l'étamine, le stigmate et autres. Alors, petit 3, analyse des résultats. Après avoir observé la fleur, en combien de groupes pouvons-nous classer les éléments de la fleur? Alors, on peut les classer en 2 grands groupes. Alors, les organes protecteurs, qui sont les pétales et les sépales, et les organes reproducteurs, qui sont l'étamine et le pistil. Alors, de quoi est composée l'étamine? L'étamine est composée d'un filet surmonté d'une anthère. Et l'étamine représente l'organe reproducteur mâle. Alors, de quoi est composé le pistil? Le pistil est composé d'un ovaire, d'un style et d'un stigmate. Et que représente donc le pistil? Le pistil représente l'organe reproducteur femelle. Alors, nous passons à la dernière étape,
qui est la conclusion. Alors, que pouvons-nous retenir en conclusion, ou que pouvons-nous dire en conclusion? La fleur est organisée et possède des organes protecteurs et des organes reproducteurs. Bien, après avoir déroulé le grand A, nous passons au grand B. Alors, qu'allons-nous utiliser pour le grand B? Nous allons utiliser une étamine. Bien, alors, qu'allons-nous faire de cette étamine? Nous allons faire une observation. Donc, vous notez petite observation. Alors, nous allons observer quoi au juste? Nous allons observer ici un document qui présente une étamine et la coupe d'une antère jeune et d'une antère mûre. Bien, alors, vous le voyez en résultat, petit 2, résultat. Vous avez l'antère à ma droite et à ma gauche, nous voyons ensemble l'antère jeune et l'antère mûre. Et il est bien de préciser les différents éléments que l'antère jeune compose. Et nous lisons là parenchyme, nous lisons assise transitoire, nous lisons assise nourricière, nous lisons faisceau cribrovasculaire et ainsi de suite. Quant à l'antère mûre, on voit épiderme, assise mécanique, fente de déhiscence, loge pollinique remplie de grains de pollen et reste des cellules nourricières. Bien après le résultat, nous passons à l'analyse. Mais bien avant, de quoi est composée l'étamine? En rappel, l'étamine est composée de filets et de l'antère. Bien, lorsqu'on observe bien l'antère jeune, quelle est la remarque que nous pouvons faire? Alors, l'antère jeune présente 4 sacs polliniques au niveau desquels se trouvent les cellules mères de microspores. Au niveau de l'antère âgée, quelle est la remarque que nous pouvons faire? Au niveau de l'antère âgée, il apparaît une fente de déhiscence, des loges contenant des grains de pollen à la place des cellules mères de microspores et une assise mécanique. Alors, nous disons que ces éléments n'apparaissent pas dans l'antère jeune. Petit 4, interprétation. Nous vous proposons ce schéma pour expliquer le mécanisme de la formation des grains de pollen. Alors, le point de départ, nous avons une cellule mère de spore, une cellule mère de microspore qui est diploïde. Alors, que va subir cette cellule mère-là? Cette cellule mère va subir une méiose. Pour donner quoi? Elle va subir une méiose pour donner 4 tétraspores haploïdes. Alors, que va subir le noyau de chaque tétraspore? Le noyau de chaque tétraspore va subir une mitose cette fois-ci, ou une division pour donner 2 noyaux. Un noyau arrondi, qui est le noyau végétatif, et un noyau allongé, qui est le noyau reproducteur. Et l'ensemble de ces 2 noyaux va s'entourer de 2 membranes. Une membrane à l'intérieur qu'on appelle l'intine, et une membrane à l'extérieur qu'on appelle l'exine. Alors, que nous donne alors le grain de pollen? Le grain de pollen serait alors constitué de l'ensemble de ces 2 noyaux entourés des 2 membranes. Nous allons résumer cette description en des phrases bien précises. Le grain de pollen est la cellule reproductrice mâle. Son mécanisme de formation est le suivant. La cellule mère de microspore subit une méiose pour donner 4 cellules haploïdes appelées microspores ou tétraspores. Le noyau de chaque tétraspore subit une division ou une mitose pour donner 2 noyaux. Un noyau végétatif arrondi et un noyau reproducteur allongé. Ces 2 noyaux s'entourent de 2 membranes, l'exine à l'extérieur et l'intine à l'intérieur. Et l'ensemble de ces 2 noyaux, entourés des 2 membranes, forment le grain de pollen. Et on a devant nous le schéma d'un grain de pollen. Vous voyez les noms, on apporte intine, exine, membrane plasmique, noyau végétatif, cytoplasme, cellule reproductrice et noyau
reproducteur. Bien, alors, quelle est l'étape finale de notre vérification? C'est la conclusion. Que pouvons-nous noter en conclusion? Nous pouvons dire que le grain de pollen formé à l'intérieur de l'antenne, de l'antère, est la cellule reproductrice mâle. Je reprends la conclusion. Le grain de pollen formé à l'intérieur de l'antère est la cellule reproductrice mâle. Nous avons fini de vérifier le grand B, nous allons passer au grand C. Le grand C concerne l'organe reproducteur femelle qui est le pistil. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons faire une observation. Nous notons en petit 1, observation. Alors, qu'allons-nous observer? Ici, nous allons observer des coupes de pistil, bien que nous voyons en résultat. Donc, nous avons petit 2, résultat. Alors, nous avons une coupe transversale et longitudinale de pistil. Bien, après le résultat, nous passons à l'étape 3 qui est l'analyse. Donc, vous notez petit 3, analyse. À titre de rappel, de quoi est composé le pistil? Le pistil est composé d'un stigmate, d'un style et de l'ovaire. Alors, de quoi est composé l'ovaire? L'ovaire est composé d'un ou de plusieurs carpelles, à l'intérieur duquel se trouve l'ovule, que nous montre le schéma de l'ovule. Ici, on a un ovule jeune et un ovule mature. Alors, qu'est-ce que ces deux ovules ont en commun? L'ovule jeune, lorsque nous observons bien, et l'ovule mature ont en commun le nucelle. Vous avez le nucelle à l'intérieur, les téguments, qui sont les primidines et les secondines. Nous avons le micropyle. Alors, quelle remarque pouvons-nous faire encore au niveau de l'ovule mature? Nous remarquons qu'à la place de la cellule mère des macrospores présents à l'intérieur du nucelle dans le jeune ovule, apparaît le sac embryonnaire de l'ovule mature. Nous reprenons cette partie-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, à l'intérieur du nucelle du jeune ovule, on avait des cellules mères de macrospores. Et dans l'ovule mature, nous avons maintenant un sac embryonnaire. Petit 4, interprétation du grand C. Alors, pour mieux expliquer le passage des cellules mères de macrospores à la formation du sac embryonnaire, nous allons vous présenter ce schéma. Alors, que subit la cellule mère des macrospores? La cellule mère des macrospores subit une méiose. Et pour donner 4 macrospores haploïdes. Et que vont faire ces macrospores haploïdes, ces 4 macrospores haploïdes? Nous ne notons que 3 de ces macrospores situés du côté micropillaire vont dégénérer. Et la seule macrospore restante va grossir et prendre le nom de mégaspore. Alors, lorsque nous observons toujours la mégaspore, alors, que constatons-nous au niveau de son noyau? Nous constatons que le noyau de la mégaspore va subir une première mitose, deuxième mitose, troisième mitose. Donc, 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux répartis en 7 cellules, comme suit. Donc, nous allons reprendre tout ce que nous venons de dire de manière bien claire afin que vous puissiez comprendre. Alors, la cellule mère des macrospores, nous avions dit, se transforme en sac embryonnaire selon un mécanisme. Le mécanisme de formation du sac embryonnaire est le suivant. La cellule mère des macrospores diploïdes subit une méiose pour donner 4 cellules haploïdes, dont 3 dégénèrent. La seule cellule restante grossit et devient une mégaspore. Le noyau de la mégaspore subit 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux répartis en 7 cellules, à savoir au pôle chalasier, 3 antipodes. Au centre, une cellule à 2 noyaux. Au pôle micropillaire, une oosphère
et 2 synergides. Notons que l'ensemble de ces 7 cellules forment le sac embryonnaire. Que voici, nous avons le sac embryonnaire, l'antipode, la cellule centrale, les synergides, l'oosphère et le micropyle. Alors, quelle est l'étape finale de cette partie? Alors, c'est la conclusion. Nous notons petit 5 conclusions. Alors, que pouvons-nous retenir en conclusion? Nous pouvons retenir que l'ovule renferme le sac embryonnaire dans lequel se trouve l'oosphère qui est la cellule reproductrice femelle. Alors, pour terminer cette première partie, nous notons conclusion. Alors que pour nous retenir, nous retenons que la graine se forme à partir des cellules reproductrices mâles et femelles. Chers élèves, vous avez été formidables, vous avez bien suivi. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie sur la reproduction des plantes à fleurs. Chaque fois qu'un cours s'achève, prenons toujours le temps d'être reconnaissants à l'endroit de nos enseignants. Ça s'appelle avoir de la classe. Et en vous rendant chaque jour sur le site école-ci.online, vous gardez l'esprit de classe. Merci beaucoup les copains de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en famille, à la maison, avec vos frères et sœurs. Soyez heureux, gardez les yeux fixés sur l'objectif, le CEP, le BEPC et le bac. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans la préparation. En attendant qu'on se retrouve pour le prochain numéro, n'oubliez pas, celui qui néglige ou refuse de bosser a déjà accepté d'avance d'échouer. Refusez cela. On se retrouve bientôt.